Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter un cas clinique que nous avons reçu durant la garde. Il s'agit d'une fille de 14 ans, sans antécédents, qui était admise aux urgences pour douleur intense de l'hypogastre, d'installation brutale, qui était toujours en accentuation, ne cédant pas après la prise dentalgique. L'examen clinique trouvait une sensibilité avec masse palpable au niveau de l'hypogastre, absence de fièvre. Sur le plan biologique, il y avait des globules blancs à 10 000 avec une CRP non significative. Une échographie a été demandée à la recherche d'une appendicite. Voici son image échographique. L'appendice était de taille et de morphologie normale. On trouvait une masse latéro-utérine gauche, grossièrement arrondie, bien limitée, de contours irréguliers, renfermant des zones kystiques, des zones tissulaires et des macrocalcifications associées à un épanchement pelvien de faible abondance. Les ovaires étaient non vus, avec absence d'individualisation de tour de spire. Donc, une TDM a été demandée pour meilleure caractérisation. Voici les coupes axiales d'une TDM abdominale, abdominopelvienne, sans injection de produit de contraste. On a pris juste les coupes basses pelviennes. Les coupes après injection de produits de contraste. Voici les images sans injection de produit de contraste et celle-ci après injection de produit de contraste. Donc, la TDM a montré la présence d'une masse latéro-utérine gauche, ronde, bien limitée, de contours irréguliers, à triple composante kystique majoritaire, tissulaire, rehaussée après injection de produit de contraste et calcique. Cette masse refoulait l'utérus en bas et en arrière. Elle était associée à une légère infiltration de la graisse périlésionnelle et un épanchement pelvien de faible abondance. On note également la présence de quelques varices pelviennes plus marquées à droite. Absence d'individualisation du tour de spire et absence d'autres lésions visibles à l'étage abdominopelvien. Donc, au total, on est devant une masse pelvienne latéro-utérine gauche à triple composante kystique, tissulaire et calcique chez une jeune fille de 14 ans. Et vu la clinique qui était très parlante, on a évoqué une torsion annexielle sur tumeur pelvienne probablement d'origine ovarienne. Donc, Dr Traoré, qui est assis ici au fond, comment va-t-il raisonner devant une masse pelvienne chez une jeune fille de 14 ans, puisque c'est lui qui traite le sujet des masses ovariennes? Tout d'abord, il faut s'assurer de l'origine ovarienne de la lésion, reconnaître et éliminer les structures normales trompeuses, identifier les structures solides bénignes non rehaussées, identifier une portion solide rehaussée qui est non tissulaire et la différencier d'une portion solide rehaussée qui est tissulaire. Pour déterminer l'origine ovarienne de la lésion, c'est en suivant les veines ovariennes provenant de la masse latéro-utérine qui vont aller se jeter dans la veine rénale gauche ou rechercher le signe de l'éperon ou signe du griffe de chat où le parenchyme ovarien sain se trouve refoulé en périphérie et comprimé tout en se continuant avec les bords de la masse réalisant l'aspect du signe de croissant. Et reconnaître certaines structures normales trompeuses comme le pavillon de la trompe qui est très rehaussé après injection de gadolinium. Et enfin, toute portion solide ne veut pas dire que c'est une portion tissulaire. On trouve des portions solides non rehaussées qui sont tout à fait bénignes, comme le caillou de fibrine, caillou de sang ou fanère, et certaines portions solides rehaussées mais qui sont non tissulaires, comme les septa réguliers, les parois de kyste ou le nodule de Rokitansky, ou finalement une portion rehaussée qui est tissulaire, comme les septa irréguliers, le nodule mural, les végétations ou une masse qui est proprement solide. Donc il faut évaluer la courbe de rehaussement dynamique. Ceci a été bien détaillé dans le cours de notre cher ami. Donc les tumeurs gynécologiques de l'enfant sont une pathologie rare, représentent moins de 5% des cancers solides pédiatriques et sont prédominés par l'origine ovarienne.
Chez l'enfant, on note une prédominance des tumeurs germinales qui représentent 80% des tumeurs ovariennes. Les tumeurs stromales et épithéliales ne représentent que 10% chacune. Enfin, les métastases et les lymphomes ovariens sont très rares et sont souvent bilatérales. Donc, on va éliminer d'emblée les tumeurs stromales et des cordons sexuels qui sont développés à partir de ces deux contingents et donnant des fibromes, des técomes, des tumeurs de cellules de Leydig ou des tumeurs de la granulosa. Ce sont des tumeurs majoritairement solides et caractérisées par des sécrétions hormonales. Pour le groupe fibrotécal, il est rarissime chez l'enfant. Il survient surtout après l'âge de 30 ans. Pour la tumeur de la granulosa, c'est une tumeur qui sécrète les oestrogènes. Donc, on va se trouver devant des signes d'imprégnation oestrogénique. Sur le plan clinique, on trouvera une puberté précoce et sur l'échographie, on trouvera un élargissement utérin, un épaississement endométrial, chose qu'on n'a pas chez notre patiente. Et pour les tumeurs de cellules de Leydig, ce sont des tumeurs rares chez l'enfant, majoritairement solides et qui sont des tumeurs virilisantes. Donc on élimine ce chapitre de tumeurs stromales cordon sexuel. On élimine également les tumeurs épithéliales qui sont exceptionnelles avant l'âge de 15 ans, représentent 10% des tumeurs malignes ovariennes et sont majoritairement bénignes, prédominées par le cystadénome mucineux bénin, qui est une masse souvent volumineuse, localisée, kystique, renfermant des septa et des végétations, et généralement pas de graisse et pas de calcification. Et on va garder les tumeurs germinales qui sont les plus fréquentes chez l'enfant. Ces tumeurs dérivent d'une cellule germinale totipotente. Si elle est indifférenciée, elle donne un séminome testiculaire chez le garçon. Le pendant chez la jeune fille, c'est le dysgerminome ovarien. Soit elle est différenciée, soit en tissu embryonnaire ou extra-embryonnaire, donnant le carcinome embryonnaire, le tératome immature et mature, la tumeur du sac vitellin et le choriocarcinome non gestationnel. Ce sont les tumeurs qu'on va développer et discuter. Commençons par le tératome mature kystique. C'est la tumeur germinale bénigne la plus fréquente de l'ovaire chez l'enfant, constituée de tissu organique mature dérivé de l'ectoderme, donnant des poils et des dents, du mésoderme, donnant de l'os et de la graisse, et de l'endoderme, donnant un épithélium mucineux surtout. Les marqueurs tumoraux sont toujours négatifs. C'est une tumeur bénigne à 100% et peut être bilatérale dans 25% des cas. L'imagerie donne une masse kystique uniloculaire qui contient souvent des contingents organiques donnant un aspect hétérogène à la masse en proportion variable. En échographie, les cheveux apparaissent sous forme de fines bandes échogènes. Le sébum donne une atténuation postérieure. Les calcifications et la graisse sont mieux individualisées sur la TDM. Et souvent, la présence de nodules murales de Rokitansky qui est spécifique du tératome mature et qui contient les trois contingents du tissu mature. Attention, la présence de graisse et de calcification ne signifie pas que c'est absolument un tératome mature bénin, car il existe des tératomes immatures malins qui contiennent de la graisse et des calcifications. La complication la plus redoutable, c'est la torsion annexielle sur tératome. Il existe d'autres comme la rupture, l'infection et rarement la transformation maligne. Voici l'exemple du service d'une jeune fille de 12 ans admise aux urgences pour douleurs pelviennes aiguës. L'échographie a montré la présence d'une masse pelvienne hétérogène renfermant des calcifications et le complément scanographique a montré la présence d'une masse susvésicale ovalaire bien limitée de contours réguliers à triple composante graisseuse, kystique et calcique. Et on a évoqué une probable torsion annexielle sur tératome mature bénin. Donc les éléments pour, c'est surtout l'âge, la fréquence, c'est la tumeur bénigne la plus fréquente chez l'enfant. On est devant une masse à triple composante kystique, tissulaire et calcique et il peut se compliquer de torsion. Ce qui est contre, c'est qu'on a absence de graisse chez notre fille et absence de nodule de Rokitansky qui est spécifique, donc on élimine le diagnostic de tératome mature bénin. On passe au tératome immature malin. Il représente 3% de l'ensemble des tératomes, survient surtout avant l'âge de 18 ans et représente 20% des tumeurs germinales malignes. Il existe 3 stades de malignité. Le stade de haut risque, c'est celui où l'alpha-photoprotéine est supérieure à 10 000 unités par litre. On suspecte la malignité sur le plan radiologique si la taille tumorale est supérieure à 8 cm, si on est devant une masse palpable, une portion tissulaire prédominante, présence de nécrose ou d'une acide. Même en présence de graisse et de calcification, on peut évoquer la malignité et si l'alpha-photoprotéine est très élevée. C'est un spécifique.
Donc pour le tératome immature, les éléments pour c'est l'âge, on est devant une masse à triple composante kystique, tissulaire et calcique, absence de nodule de Rokitansky et la possibilité de se compliquer de torsion. Ce qui est contre, c'est que le tératome immature, il est majoritairement solide alors qu'on est devant une masse majoritairement kystiques, mais on va le garder quand même comme diagnostic à discuter. Passons au dysgerminome, c'est la tumeur maligne ovarienne la plus fréquente chez l'enfant. 80% des cas surviennent avant l'âge de 25 ans, surtout chez l'adolescente. Il peut être bilatéral. Sur le plan biologique, on a des LDH élevés dans 95% des cas et c'est un signe spécifique. L'imagerie montre une masse qui est mixte, bosselée, majoritairement solide, encapsulée, avec parfois présence de zones de nécrose, d'hémorragie ou de calcification et la possibilité de dissémination donnant des ADP ou une carcinose péritoniale peut également se compliquer de torsion et ce sont des tumeurs généralement de bon pronostic. Donc pour le dysgerminome, ce qui est en faveur, c'est l'âge. La fréquence, c'est la tumeur germinale maligne la plus fréquente. On est devant une masse à triple composante solide, kystique et calcique. Et la possibilité de se compliquer de torsion. Ce qui est contre, c'est que le dysgerminome il est majoritairement kystique alors que notre masse elle est majoritairement solide alors que notre masse est majoritairement kystique. On va garder le diagnostic de dysgerminome. Passons à la tumeur vitelline ou tumeur du sac vitellin. C'est une tumeur qui est très rare et survient surtout chez la petite fille, agressive, à croissance rapide avec dissémination péritoniale. L'imagerie est non spécifique, montrant une masse unilatérale, volumineuse, majoritairement solide, hétérogène, possibilité d'avoir une hémorragie, une nécrose ou une acide. Et sur le plan biologique, le marqueur tumoral spécifique, c'est l'élévation de l'alpha-photoprotéine. On peut avoir des symptômes en rapport avec un syndrome endocrinien comme une pilosité, rosité de la voix et autres. Donc, pour les éléments en faveur, c'est qu'on est devant une masse unique volumineuse à triple composante, solide, kystique et calcique. Ce qui est contre, c'est l'âge. Cette tumeur survient surtout chez la petite fille. On est devant une masse à composante kystique majoritaire alors qu'il est à composante majoritairement tissulaire. On a absence de dissémination, mais on va quand même le garder. Passons au choriocarcinome non gestationnel. Il est extrêmement rare, représente 1% des tumeurs germinales malignes. L'âge moyen, c'est l'âge pubertaire. Les marqueurs tumoraux, c'est surtout l'élévation de la bêta-ACG qui est un marqueur spécifique. Sur le plan clinique, on trouvera des symptômes en rapport avec une imprégnation de bêta-ACG comme une pseudopuberté, des métrorragies ou des saignements intratumoraux donnant un hémopéritone aigu. C'est une tumeur très invasive, hautement maligne et souvent diagnostiquée au stade métastatique. L'imagerie est non spécifique, montrant une volumineuse masse solide hétérogène avec des remaniements hémorragiques et un rehaussement précoce intense. Pour le choriocarcinome, le seul élément en faveur, c'est l'âge. Ce qui est contre, c'est que c'est une tumeur extrêmement rare. On a une tumeur à triple composante alors que c'est une tumeur solide. Absence de dissémination, absence de symptômes en rapport avec imprégnation bêta-ACG, donc on élimine ce diagnostic. Donc en se basant sur la clinique et la radiologie, on garde le tératome immature, le dysgerminome et la tumeur du sac vitellin. Voici un tableau récapitulatif des marqueurs tumoraux spécifiques de chaque type histologique. Dans le dysgerminome, on a une élévation de LDH. Pour le tératome immature, pas de marqueur spécifique. Pour la tumeur du sac vitellin, on a une élévation de l'alpha-photoprotéine. Pour notre patiente, on avait une LDH élevée, donc on a retenu comme diagnostic le dysgerminome. Nos amis les chirurgiens ont confirmé que c'est une torsion annexielle sur tumeur d'origine ovarienne et on attendait avec impatience le résultat anapathe de la pièce chirurgicale et bingo, c'était effectivement un dysgerminome. Et Dr Traoré est très satisfait de sa conduite à tenir et son raisonnement et vous remercie de votre attention.